Bonsoir et bienvenue dans Veillée de sagesse. Ici, la nuit murmure des pensées calmes, des mots anciens, des réflexions douces, des fragments de sagesse. Prenez une grande inspiration, laissez vos pensées ralentir et permettez à votre esprit de se reposer. La veillée commence. Tu t'es déjà demandé si le bonheur était un don réservé à certains, comme un éclat de lumière que quelques-uns reçoivent à la naissance, tandis que les autres se contentent d'ombre et de compromis. C'est ce que pensait Camille avant que sa vie ne bascule. Elle avait tout pour être heureuse, en apparence, un mari, un enfant, un travail stable, un toit sur la tête. Et pourtant, quelque chose clochait. Un matin, sous une pluie fine, sa voiture tombe en panne. Ce n'était qu'un incident banal, mais pour elle, ce fut la goutte de trop. Elle s'écroule en larmes sur le bord de la route. Ce n'était pas la panne qui l'écrasait. C'était le poids de tout ce qu'elle n'avait pas osé ressentir. Une fatigue profonde, une lassitude de vivre à moitié, et surtout cette sensation sourde, celle de passer à côté de soi. C'est alors qu'un inconnu lui tend une carte de visite. Dessus, Claude Dupontel, routinologue. Un mot étrange, presque absurde. Mais ce mot allait changer sa vie. Claude lui explique « Le bonheur, ça s'apprend. Comme on apprend une langue, comme on entraîne un muscle. Ce n'est pas un privilège, c'est une compétence. Et cette idée, aussi simple soit-elle, est une révolution douce. On croit souvent que le bonheur dépend des autres, des circonstances, du hasard. Mais si c'était quelque chose qu'on pouvait cultiver jour après jour, geste après geste, pensée après pensée. Comme Camille, tu peux commencer ce chemin, pas à pas. Tu n'as pas besoin de bouleverser tout. Il suffit parfois d'ouvrir une fenêtre intérieure, d'oser reconnaître que ce que tu ressens est légitime et que tu as le droit, le devoir même d'aller mieux. Tu peux apprendre à écouter tes besoins, à mettre des mots sur tes émotions, à te relier à ce qui t'élève. Le bonheur, ce n'est pas une destination lointaine, c'est un mouvement intérieur. Un choix chaque jour renouvelé, un regard posé autrement sur les choses simples. Comme une tasse de thé au calme, un rire d'enfant le soleil du matin sur tes paupières closes. Et si ce soir tu faisais ce tout petit geste, celui de remercier la vie, non pas pour ce qu'elle te donne, mais pour ce qu'elle te permet de devenir. Écoute, tu es peut-être déjà en train d'apprendre à être heureux. Et pourtant même, lorsqu'on comprend que le bonheur est un apprentissage, une question reste souvent suspendue dans l'air comme un soupir retenu. Par où commencer? On se sent parfois comme face à une montagne trop haute, avec des chaussures trop petites, et l'impression qu'on n'arrivera jamais au sommet. Alors on n'ose pas. On remet à demain. On attend le bon moment, la bonne énergie, les bonnes conditions. Camille aussi se sentait ainsi. Elle ressentait ce besoin brûlant de changer, de retrouver de la légèreté du sens, mais elle croyait qu'il fallait tout renverser, quitter son travail, s'isoler, tout remettre à plat. Mais ces idées-là la fatiguaient avant même qu'elle n'agisse. Claude l'a écoutée longuement. Puis, calmement, il lui a dit « Tu n'as pas besoin de tout changer pour changer. » Et cette phrase d'apparence simple a fait vibrer quelque chose en elle. Parce qu'en vérité, le changement durable ne vient pas d'un coup d'éclat. Il ne ressemble pas à ces métamorphoses brutales qu'on admire dans les films. Il est discret, presque invisible au début. Mais il est là. Il commence souvent dans les plis du quotidien, dans les gestes qui paraissent anodins, dans les pensées qu'on ne remarque même plus, dans les choix minuscules qu'on croit sans importance. Alors Camille a commencé petit. Un matin, elle a simplement décidé de ne plus allumer son téléphone au réveil. Juste 5 minutes. 5 minutes pour elle, pour respirer, pour se demander « Comment je me sens aujourd'hui ?» Ce n'était pas grand-chose, mais c'était déjà différent. Puis un soir, elle a choisi de dîner sans télé, sans bruit, sans distraction. Elle a écouté son fils raconter sa journée vraiment. Pas en hochant la tête distraitement, mais en étant là pleinement. Et elle a ressenti quelque chose, comme un fil qui se retisse doucement entre eux. Le jour suivant, elle a ouvert un cahier et elle y a écrit 3 petites choses. Aujourd'hui, j'ai réussi à dire non sans culpabiliser.
J'ai pris le temps de savourer mon café sans rien faire d'autre. J'ai souri à moi-même dans le miroir. Et elle a continué. Pas tous les jours, pas parfaitement, mais assez souvent pour que cela compte. Au fil des semaines, ces petites actions se sont cumulées. Elles ont formé une sorte de socle, une base nouvelle, plus stable, plus douce. Et surtout, elles ont réactivé en elle un pouvoir oublié, celui de se choisir. Parce que ces petits changements n'étaient pas là pour impressionner. Ils étaient là pour reconnecter, pour lui rappeler qu'elle avait de la valeur même sans être exceptionnelle, même sans produire, sans performer. Le monde autour d'elle n'a pas changé tout de suite. Le travail restait exigeant. Les tensions dans son couple ne se sont pas évaporées. Mais en elle quelque chose s'était déplacé. Elle avait cessé d'attendre que le bonheur vienne de l'extérieur. Elle avait compris qu'il pouvait commencer là, dans une tasse de thé bu lentement, dans une promenade sans but, dans une respiration plus consciente. Et toi? Peut-être que ce soir, tu sens aussi ce désir de transformer. Mais peut-être que tu hésites, que tu doutes. Alors écoute cette idée. Le changement n'a pas besoin d'être spectaculaire pour être profond. Commence là où tu es, avec ce que tu as, avec qui tu es maintenant. Demande-toi, quel est le plus petit pas que je pourrais faire demain matin pour me rapprocher de moi-même? Pas pour impressionner, pas pour prouver, mais pour t'honorer. Peut-être que ce sera de marcher lentement jusqu'à la fenêtre et de regarder le ciel quelques secondes. Peut-être que ce sera de dire merci, même sans certitude. Peut-être que ce sera de respirer profondément avant de répondre à quelqu'un. Ce sont des graines. Et même si tu ne vois pas encore la plante, chaque graine plantée avec douceur porte déjà en elle un avenir plus paisible. Laisse le changement commencer en silence. Laisse-le te traverser doucement. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu te retourneras et tu verras le paysage aura changé. Mais pour que ces petits gestes aient un vrai pouvoir, il fallait plus qu'un simple enchaînement d'actions. Il fallait y mettre quelque chose d'invisible, quelque chose d'essentiel, la conscience. Claude appelait cela l'éveil doux. Pas une secousse violente, mais une forme de lucidité tendre, celle qui nous permet de regarder notre vie sans fuir et de se demander sans jugement. Est-ce que je vis vraiment ou est-ce que je répète? Camille n'avait jamais vraiment posé cette question. Elle courait comme tant d'autres d'une tâche à l'autre, d'un rendez-vous à un autre, sans s'arrêter, sans se regarder. Comme si sa vie s'était réglée en mode automatique. Elle réalisait à peine les trajets qu'elle faisait, elle ne savait plus ce qu'elle avait mangé la veille, et les jours semblaient se fondre, les uns dans les autres, comme un long ruban gris, sans couture, sans relief. Claude lui proposa un petit exercice. Aujourd'hui, fais tout, comme si tu le faisais pour la première fois. Au début, cela lui semblait étrange. Faire le café avec attention, observer l'eau frémir, sentir l'arôme, écouter le bruit de la tasse posée sur la table. Marcher dans la rue, en regardant vraiment les visages, les arbres, les murs, qu'elle frôlait chaque jour sans les voir. Mais au fil de la journée, quelque chose changea. Un peu comme si un voile tombait. Le monde le sien reprenait de la couleur. Et elle se rendit compte à quel point elle était absente. Absente d'elle-même, absente du présent. Claude lui dit alors cette phrase qui resta en elle longtemps. « Ce que tu ne vis pas en conscience, tu le subis. » Et c'était vrai. Tous ces gestes mécaniques, ces choix faits sans attention, ces réactions dictées par l'habitude, elle les subissait. Elle croyait choisir, mais c'était l'inconscient qui guidait tout. Alors elle commença à s'observer, pas comme un juge, mais comme une amie curieuse. Elle nota ses automatismes, sa manière de se justifier trop vite, de hausser les épaules, quand elle se sentait blessée de sourire alors qu'elle voulait pleurer. Et petit à petit, elle comprit qu'en posant de la conscience sur ses gestes, ses mots, ses pensées, elle retrouvait un pouvoir oublié. Ce n'était pas magique. Parfois, elle retombait dans l'oubli, dans les vieux réflexes, dans la distraction. Mais désormais, elle le voyait. Et rien que cela changeait tout. Parce que la conscience, ce n'est pas la perfection. C'est la présence. C'est l'acte de revenir encore et encore vers soi, vers l'instant, vers la vérité de ce qu'on vit. Elle se mit à marcher plus lentement,
à écouter les silences dans les conversations, à respirer plus profondément avant de répondre. Et surtout, elle commença à sentir que ses émotions, ses envies, ses malaises n'étaient plus des ennemis, mais des messagers. Le soir, au lieu de fuir dans les écrans, elle s'asseyait un moment parfois dans le noir, et elle se demandait simplement « Qu'est-ce qui a été vrai pour moi aujourd'hui ?» Parfois, c'était une tristesse qu'elle n'avait pas osé nommer. Parfois, une joie discrète mais sincère. Parfois, un manque. Mais toujours, cette pratique de présence lui offrait un espace. Un espace pour être sans devoir faire. Un espace pour sentir, sans devoir expliquer. Et toi, est-ce que tu prends ce temps? Celui de revenir vers toi-même, même quelques secondes. Celui de poser ton attention sur ce qui vit en toi, même si c'est flou, même si c'est inconfortable. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de devenir un moine ou un sage. Tu as juste besoin d'être là, entier, ouvert, présent. Ferme les yeux si tu veux. Pose une main sur ton cœur. Ressens ce battement discret. Il est là, comme une encre, comme un rappel. Tu es vivant. Et chaque instant de conscience est une victoire sur l'oubli. Un pas de plus vers une vie choisie et non subie. Ce qu'elle découvrait en mettant plus de conscience dans ses journées, c'était que beaucoup de ses réactions ne venaient pas d'elle, ou du moins pas de celle qu'elle voulait devenir. Elle venait d'un ancien langage, d'un scénario vieux de plusieurs années, écrit sans qu'elle le sache, joué sans qu'elle le questionne. Claude l'avait prévenue. Tu vis encore le scénario de la petite fille qui a appris à faire plaisir pour exister. Cette phrase l'avait percutée. Elle n'avait jamais vu les choses ainsi. Mais plus elle y pensait, plus cela faisait sens. Depuis toujours, elle s'était sentie responsable du bonheur des autres. Elle évitait les conflits. Elle s'excusait trop, elle faisait passer les besoins de tout le monde avant les siens. Et elle croyait que c'était de l'amour. Mais c'était souvent de la peur. La peur d'être rejetée, la peur d'être jugée, la peur d'être trop ou pas assez. Claude lui expliqua. Nous avons tous un scénario de vie. Il se construit dans l'enfance à travers ce que nous avons vécu, entendu, ressenti. Ce scénario nous protège un temps, mais il devient une cage si on ne le réécrit pas. Camille comprenait mieux maintenant. Elle ne voulait plus jouer un rôle écrit pour une autre. Elle voulait écrire son propre texte, avec ses mots, ses choix, ses couleurs. Mais par où commencer? Claude lui proposa un rituel tout simple mais puissant, écrire noir sur blanc son ancien scénario. Elle prit une feuille, et elle la remplit de phrases qu'elle portait depuis trop longtemps. « Je dois faire plaisir pour être aimée. Je ne suis pas assez bien pour réussir seule. Si je dis ce que je pense, je vais blesser. Je dois toujours être forte. » Les lire à voix haute lui fit un choc. C'était douloureux, mais libérateur. Elle réalisait à quel point ces phrases guidaient ses choix, même les plus intimes. Et puis doucement, Claude l'invita à écrire un autre texte. Un texte nouveau. Pas parfait, mais plus juste. J'ai le droit d'être aimé sans me sacrifier. Je suis capable de réussir à ma manière. Exprimer ma vérité peut aussi nourrir l'autre. Ma vulnérabilité est une force douce. Elle relut ce second texte plusieurs fois. Au début, il sonnait étrange, comme une langue étrangère qu'on apprend doucement. Mais il résonnait, et chaque mot devenait une graine plantée dans son jardin intérieur. Ce n'était pas un exercice ponctuel. C'était un chemin. Elle découvrait jour après jour d'autres phrases figées en elle, des croyances anciennes, des peurs transmises, des loyautés invisibles à sa famille. Et avec chaque prise de conscience, elle gagnait un peu plus de liberté. La liberté de ne plus agir par défaut. La liberté de choisir une autre voie. Elle s'autorisait à dire non, à se reposer, à demander de l'aide, à ne pas tout porter, à ne plus chercher à mériter. Et toi, t'es-tu déjà demandé quel est le scénario que tu joues? Quelles phrases te guident en silence depuis l'enfance? Est-ce que tu vis pour toi ou pour plaire? Est-ce que tu choisis ou est-ce que tu répètes? Tu n'as pas à tout réécrire en une nuit, mais tu peux dès ce soir prendre un cahier
et noter une phrase que tu entends souvent dans ta tête. Puis te demander, est-elle encore vraie? Est-elle encore utile? Est-elle encore mienne? Et si la réponse est non, offre-toi une autre phrase. Une version plus tendre, plus juste, plus toi. Tu verras, peu à peu, un nouveau texte prendra forme. Et chaque fois que tu liras ces mots écrits par toi, chaque fois que tu agiras en accord avec eux, tu réaffirmeras ton droit de vivre une histoire différente. Car oui, il n'est jamais trop tard pour changer de rôle, pour sortir de la répétition, pour choisir enfin un récit dans lequel tu te reconnais. Et dans ce récit, tu n'as pas besoin d'être parfaite. Juste vraie, juste présente, juste toi. Elle avançait, un pas après l'autre, et plus elle prenait conscience de ses schémas anciens, plus elle comprenait une chose qu'elle avait longtemps refusée, elle ne s'aimait pas. Pas dans le sens narcissique, pas dans le sens de se trouver merveilleuse à chaque instant. Mais dans ce regard intérieur, ce sentiment de bienveillance envers soi-même, elle se jugeait, se pressait, se malmenait. Camille était souvent gentille, avec les autres, toujours attentive, toujours disponible, même quand elle était fatiguée, même quand elle n'en pouvait plus. Mais envers elle-même, le ton changeait. Tu n'es jamais assez. Tu aurais dû faire mieux. Tu n'as pas le droit de te plaindre. Ces phrases, elle ne les disait à personne d'autre, mais à elle-même sans cesse. Claude lui posa un jour une question simple mais vertigineuse. « Est-ce que tu parlerais comme ça à ta meilleure amie ?»« Non, jamais. » Alors pourquoi accepter de se parler ainsi ? Le silence qui suivit cette question fut long. Un silence plein de vérité, plein de douleur aussi. Parce qu'elle comprenait que tant qu'elle ne se traitait pas comme une alliée, aucun changement ne serait vraiment durable. Aimer les autres, c'est beau. Mais s'oublier, se nier, ce n'est pas de l'amour. C'est du renoncement. Alors elle s'est engagée. Pas devant quelqu'un, pas avec un contrat, mais avec elle-même. Elle a commencé à noter les moments où elle se jugeait. Chaque petite critique intérieure, chaque soupir de dévalorisation. Elle les écrivait comme on éclaire une ombre. Et ensuite, elle essayait de remplacer. Pas avec des affirmations irréalistes, mais avec des mots plus doux, plus humains. C'est vrai, j'ai oublié ce rendez-vous. C'était important. Mais je suis fatigué et j'ai fait de mon mieux. Je ne suis pas parfaite, mais je mérite tout de même du repos. Je suis un être en chemin, pas un produit fini. Ces phrases, elle les répétait même sans trop y croire au début. Comme un baume appliqué chaque jour. Et quelque chose a commencé à se détendre en elle. Elle s'est surprise à se caresser la joue, comme une mère le ferait pour son enfant. À s'offrir un bouquet de fleurs sans raison particulière. À s'accorder une soirée seule, non pas par solitude, mais par choix, par soin. Elle ne cherchait plus à se mériter. Elle commençait à s'accepter. Et de là naissait une nouvelle forme d'énergie. Moins fébrile, plus calme. Moins tournée vers l'extérieur, plus enracinée. Aimer soi-même, ce n'est pas devenir égoïste. C'est arrêter d'attendre que l'extérieur vienne combler le vide. C'est se donner ce qu'on espérait des autres. Du respect, de l'attention, du pardon, de la patience. Elle apprenait à se regarder autrement. Pas en se jugeant selon un idéal inaccessible, mais en se reconnaissant dans sa fragilité, dans son effort, dans sa lumière parfois vacillante. Elle n'était pas toujours tendre. Il y avait des rechutes, des jours de doute. Mais elle revenait, encore et encore. Et toi, t'aimes-tu assez pour être doux avec toi-même, pour ne pas te maltraiter en silence, pour ne pas t'abandonner à chaque tempête? Tu n'as pas besoin de t'aimer parfaitement. Mais tu peux commencer, en t'écoutant, en te parlant avec respect, en ne niant plus ce que tu ressens. Peut-être que ce soir, tu peux te poser cette question « De quoi ai-je besoin maintenant ?» et t'accorder une réponse vraie, même petite, même simple. Un souffle lent, un mot tendre, un espace de silence. C'est ainsi que naît l'amour de soi. Non pas dans les grandes résolutions, mais dans les gestes quotidiens, dans la fidélité discrète à son propre cœur. Et cet amour-là, personne ne peut te l'enlever. Il est à toi, pour toujours. Mais s'aimer, vraiment s'aimer, cela impliquait autre chose. Quelque chose de plus délicat, plus intime, apprendre à lâcher. Camille avait toujours été une tenace. Elle s'accrochait aux gens, aux rôles, aux espoirs, aux regrets. Elle gardait tout en elle,
comme on garde un sac trop plein. Parce qu'elle croyait qu'abandonner, c'était perdre. C'était échouer. C'était trahir. Mais Claude lui montra une autre voie. Il lui raconta l'histoire d'un enfant qui tenait fermement une poignée de sable dans son poing fermé. Plus il serrait, plus le sable s'échappait entre ses doigts. Mais lorsqu'il ouvrit la main doucement, le sable se posa paisiblement dans sa paume, présent sans pression. Lâcher prise, ce n'est pas renoncer, c'est faire la paix avec ce qu'on ne peut pas changer, avec ce qui a été, avec ce qui n'est plus. Camille avait du mal à pardonner. Elle repensait souvent à des mots blessants, à des gestes incompris, à ce qu'elle aurait voulu dire faire empêcher. Elle ruminait. Pas par méchanceté, mais parce qu'elle ne savait pas comment poser ces valises-là. Claude lui proposa un exercice, une lettre, pas pour envoyer, juste pour déposer. Elle écrivit à une amie qu'elle ne voyait plus, à une version plus jeune d'elle-même, à son père aussi avec qui les mots avaient toujours été rares. Elle y mit tout ce qu'elle n'avait jamais pu dire, sans censure, sans filtre. Et puis elle les relut, une fois, puis les brûla dans un bol. En regardant les cendres tomber, elle sentit quelque chose fondre en elle. Ce n'était pas fini, mais c'était commencé. Lâcher prise, ce n'est pas oublier, ce n'est pas minimiser, c'est reconnaître, nommer, accueillir, et ensuite, laisser s'en aller. Elle s'exerça à le faire dans les petites choses, quand elle arrivait en retard, malgré ses efforts, quand quelqu'un la coupait dans une phrase, quand un projet ne donnait pas ce qu'elle espérait. Au lieu de se raidir, elle soupirait. Et dans ce soupir, il y avait un choix, le choix de ne pas alimenter la lutte, le choix de ne pas ajouter de poids au moment déjà lourd. Un jour, elle eut une dispute avec son compagnon. Avant, elle aurait voulu avoir raison, expliquer, justifier, convaincre. Mais cette fois, elle s'est tue. Elle est allée marcher, longtemps. Et quand elle est revenue, elle a dit simplement « Je ne veux plus avoir raison. Je veux que ce soit juste entre nous. » C'était nouveau, c'était fragile, mais c'était vrai. Et ce soir-là, elle s'est sentie libre. Lâcher prise, c'est un art subtil, qui demande du courage, de l'humilité et de la patience. Mais c'est aussi une offrande à soi-même, comme si l'on disait à son cœur fatigué « Tu peux poser les armes, tu n'as plus à te battre ici, et toi qu'est-ce que tu tiens encore trop fort? Une douleur ancienne, une colère non exprimée, un regret, une image de toi que tu veux préserver à tout prix. Et si juste pour ce soir, tu te donnais la permission de relâcher un peu, pas tout, pas d'un coup, mais 1 millimètre, un souffle. Pose cette charge à côté de toi. Regarde-la avec tendresse. Et dis-lui peut-être « Je ne te nie pas. Je te vois, mais je ne veux plus te porter seul, car dans ce geste même invisible, même intérieur, tu récupères une part de ta légèreté, une part de ton espace vital, et tu laisses la vie circuler à nouveau. Lâcher n'est pas fuir, c'est faire de la place, pour autre chose, pour mieux, pour toi. Et un matin, Camille se réveilla avec une sensation nouvelle. Ce n'était pas de la joie pure, ce n'était pas une explosion d'énergie, c'était plus subtil, un genre de clarté légère mais persistante, comme une boussole qui recommençait à bouger. Elle ne savait pas encore où elle allait, mais elle sentait qu'elle n'était plus figée. Et cette sensation suffit à changer tout son réveil. Claude lui avait dit un jour « Un être humain sans cap, c'est comme un bateau en mer sans gouvernail. Il flotte, mais il se fatigue vite. » Et c'était exactement ce qu'elle avait vécu pendant des années. Des journées pleines, mais sans direction. Des efforts constants, mais dispersés. Beaucoup d'actions, mais peu de sens. Elle comprit alors que ce qu'elle appelait manque de motivation n'était pas de la paresse. C'était un manque de cap, une absence d'étoile à suivre. Alors elle décida de chercher. Pas un but glorieux, pas un grand rêve spectaculaire, mais quelque chose de simple, de vrai. Elle prit un carnet et y écrivit la question suivante. Qu'est-ce qui, chaque jour, me mettrait en mouvement, même doucement? Les premières réponses furent floues. Elle nota aider les autres à se sentir mieux,
créer quelque chose de beau, être un exemple de douceur pour mon fils. Et peu à peu, en relisant, elle vit émerger un fil rouge, un désir d'être utile, mais pas dans l'épuisement, d'apporter sans se vider, de construire sans s'oublier. Ce fil, elle décida de le suivre, sans plan rigide, sans pression. Elle se leva quelques jours plus tard, avec une idée proposer des ateliers d'écriture pour des femmes en quête de soi. Ce n'était pas un projet ambitieux au départ, juste une proposition dans une association de quartier. Mais cette pensée lui donna une énergie différente, pas nerveuse, mais enracinée. Elle réalisa que le matin ne lui pesait plus autant, qu'elle n'ouvrait plus les yeux en se demandant « à quoi bon ?» mais plutôt « que puis-je créer aujourd'hui, même en petit ?» Ce changement de regard transforma ses gestes, elle prenait soin de se préparer, comme si elle allait à un rendez-vous important, celui avec elle-même. Et chaque pas même modeste nourrissait cette flamme nouvelle. Avoir un cap ne signifie pas tout contrôler, c'est savoir pourquoi on avance. C'est donner un sens aux efforts, une cohérence aux choix. Même quand tout semble flou, même quand le doute revient, le cap reste là. Comme une étoile discrète mais fidèle. Et toi, as-tu pris le temps de sentir ton cap? Pas celui qu'on t'a imposé, ni celui que tout le monde semble poursuivre, mais le tien. Celui qui t'anime, qui te murmure quelque chose quand tout devient trop bruyant. Peut-être que tu ne l'as pas encore trouvé. Ce n'est pas grave, mais tu peux commencer à l'écouter. En te posant cette simple question chaque matin. Qu'est-ce qui me ferait me lever avec un peu plus de paix aujourd'hui? Et laisse les réponses venir. Parfois elles sont timides. Parfois elles se glissent dans un geste anodin, écrire. Aider cuisiner, jardiner, écouter. Mais une fois que tu ressens une direction même floue, même lointaine, garde-la en toi. Chéris-la et marche dans ce sens pas à pas. Car ce n'est pas l'ampleur du but qui change la vie. C'est la fidélité à l'élan intérieur. L'élan qui donne une couleur au matin et du repos au soir. Suivre un cap donne du sens. Mais encore faut-il l'ancrer dans le quotidien. Sinon, il reste une belle idée, un souffle passager. Et la fatigue revient, le découragement s'installe, et l'on se dit « tout cela ne sert à rien ». Camille en fit l'expérience. Après l'euphorie des débuts, après les premiers pas vers plus de clarté, elle sentit une lassitude. Comme si l'élan s'épuisait. Elle retourna voir Claude presque honteuse. « Je me suis remise à mes anciennes habitudes. » Claude sourit sans jugement. « C'est normal. Le changement durable, ce n'est pas une ligne droite. C'est une danse. » Puis il ajouta « Ce qui transforme en profondeur, ce n'est pas l'intensité ponctuelle. C'est la répétition douce, la régularité bienveillante. » Il lui proposa de choisir un geste positif, un seul, et de le répéter chaque jour, à la même heure si possible, comme un rituel sacré. Pas pour réussir quelque chose, mais pour créer un ancrage. Camille choisit d'écrire chaque matin une phrase d'encouragement à elle-même. Juste une. Par exemple, « Je me donne le droit d'être là, même imparfaite. » Au début, c'était mécanique. Mais au bout de quelques jours, quelque chose changea. Elle attendait ce moment. Il devenait une pause intérieure, un rendez-vous avec sa propre lumière. Puis, elle ajouta un autre geste, boire un grand verre d'eau en conscience, dès le réveil, en se disant qu'elle nourrissait son corps avec amour. Et encore un autre, prendre une minute pour respirer profondément avant chaque réunion. Ces petites habitudes insignifiantes, en apparence, se sont mises à dessiner un rythme qui la soutenait, qui l'apaisait. Elle comprenait mieux maintenant, on peut reprogrammer son intériorité. Comme on change la trajectoire d'un bateau en tournant doucement le gouvernail, pas d'un coup, mais en insistant avec constance. Les automatismes négatifs se critiquaient, anticiper le pire, s'inquiéter en boucle, avaient aussi été appris. Donc, ils pouvaient être remplacés. Pas supprimés par la force, mais dilués dans des gestes différents, plus tendres, plus choisis. Claude l'appelait l'hygiène émotionnelle. Comme on se brosse les dents, on peut aussi prendre soin de son paysage mental. Nettoyer, apaiser, renforcer. Et cela passe par la répétition. Pas pour se robotiser, mais pour se régénérer.
Camille créa même une petite boîte remplie de phrases qu'elle aimait. Quand elle se sentait vide ou perdue, elle en tirait une au hasard. Tu es exactement à l'endroit où tu peux apprendre. Respire. Ce moment aussi passera. Tu as le droit de ne pas tout comprendre tout de suite. Ces phrases devinrent des points d'ancrage. Elles n'effaçaient pas les doutes, mais les enveloppaient de douceur. Et toi, y a-t-il un geste positif que tu pourrais répéter chaque jour? Un rituel de soutien, un mot, un souffle, un geste. Tu n'as pas besoin d'une révolution. Tu as besoin d'un rythme. Un petit pilier quotidien qui te rappelle ta dignité, ta présence, ta valeur. Essaie. Choisis un geste. Répète-le sans pression, comme un acte d'amour discret. Et observe. Car au fil des jours, ce geste deviendra une racine. Et de cette racine naîtra un arbre de stabilité intérieure. Un matin, alors qu'elle s'apprêtait à noter sa phrase du jour, Camille sentit une boule dans la gorge, sans raison apparente. Un nœud, une tension, une tristesse diffuse. Elle posa le stylo, et au lieu de chercher à la fuir, elle ferma les yeux et s'écouta. Ce n'était pas une grande douleur, pas un choc, juste ce voile gris qui parfois vient sans frapper. Avant, elle aurait tenté de l'ignorer, ou de se distraire, ou de se juger. Pourquoi tu ressens ça? Tu n'as aucune raison. Mais aujourd'hui, elle fit autre chose. Elle l'observa, sans s'identifier. Claude lui avait enseigné une image puissante. Les émotions sont comme des nuages dans le ciel. Elles passent. Mais toi, tu es le ciel. Au début, elle avait trouvé cela un peu naïf. Mais à force de pratique, elle comprenait la vérité derrière ces mots. Elle n'était pas la tristesse, elle la ressentait. Elle n'était pas la colère. Elle l'accueillait sans qu'elle devienne sa maîtresse. Elle commença à pratiquer une forme de veille intérieure. Quand une émotion surgissait, elle la nommait à voix basse. Voici l'impatience. Voici la peur. Voici le découragement. Et puis, elle respirait. Elle visualisait cette émotion comme un visiteur, pas un ennemi, pas un verdict, juste une présence passagère. Elle s'imaginait dans une maison. Les émotions frappaient à la porte. Elle ouvrait, les laissait entrer. Mais elle n'était pas obligée de leur servir le dîner, encore moins de leur donner les clés. Cette posture changea tout. Un jour, elle fut envahie par la colère. Quelqu'un avait critiqué son projet de manière injuste et blessante. Son réflexe aurait été de réagir, de répondre avec piquant, ou de se taire, et de ruminer. Mais cette fois, elle s'isola un moment, et elle se dit « Je sens la colère. Elle a un message. Je l'écoute. » Et en écoutant, elle comprit la critique avait touché une vieille peur d'être illégitime. Ce n'était pas cette personne qui lui faisait mal, mais ce qu'elle réveillait en elle. Et ainsi elle désamorça la bombe, non pas en l'étouffant mais en l'apprivoisant. Elle comprit aussi que les émotions sont des indicateurs. Elles signalent un besoin, une blessure, un mouvement intérieur. Mais elles ne sont pas là pour nous définir. Nous ne sommes pas tristes, nous ressentons de la tristesse. Nous ne sommes pas jaloux, nous traversons un moment d'envie. Et cela change tout, car cela crée un espace, un souffle, une liberté. Elle apprit à écrire ses émotions comme on tient un journal météo, sans analyse profonde, juste pour reconnaître, pour ne pas refouler, pour ne pas se confondre. Et toi, que fais-tu de tes émotions? Les repousses-tu? Les ignores-tu? T'y accroches-tu comme si elles définissaient ton identité? Et si juste pour aujourd'hui tu essayais de les regarder comme des passants, avec bienveillance, avec curiosité, peut-être que derrière cette angoisse, il y a un besoin de repos. Peut-être que derrière cette irritation, il y a une parole que tu n'oses pas dire. Peut-être que derrière cette mélancolie, il y a un deuil non fait ou un rêve oublié. Tu n'as pas à tout comprendre, mais tu peux tout accueillir, sans fusion, sans fuite, car quand tu observes sans t'identifier, tu redeviens vaste, comme le ciel, paisible même avec les nuages. Et dans ce ciel, chaque émotion a le droit de passer. Mais aucune ne peut te voler ta lumière. Camille avait compris bien des choses. Elle avait appris à observer ses émotions, à les accueillir sans jugement, à mieux se parler, à s'écouter, à desserrer la mâchoire du contrôle.
Mais parfois, dans le feu du quotidien, les bonnes intentions se dissolvent. Les anciennes réactions reviennent. Le tumulte emporte. Alors Claude lui dit « Ce n'est pas que tu régresses. C'est juste que tu oublies d'ouvrir ta boîte à outils. » Elle sourit un peu surprise. « Une boîte à outils ? Oui. Pas celle du bricoleur. Celle du cœur. » Claude croyait profondément que la transformation intérieure avait besoin de concret, de gestes, de pratiques, de rituels. Il disait « La conscience est une lumière. Les outils sont les interrupteurs. » Camille décida alors de créer sa propre boîte. Elle prit une vieille boîte en carton, la décora avec des couleurs douces et y glissa jour après jour des petites fiches, des objets, des mots, des rappels de ce qui l'aidait vraiment. La première fiche disait « Respirez 3 fois profondément, les yeux fermés ». Elle l'utilisait chaque fois qu'elle se sentait submergée. Dans une réunion, dans la voiture, dans la cuisine. 3 respirations pour revenir à elle. La deuxième disait mettre la main sur le cœur et se demander « De quoi ai-je besoin là maintenant ?» Ce geste, aussi simple soit-il, lui permettait de s'arrêter. Et souvent, les réponses la surprenaient. « J'ai besoin de boire de l'eau, de marcher seul, de ne rien faire, d'écrire ce que je n'ose pas dire. » Une autre fiche contenait un rituel du soir, écrire une chose qu'elle voulait remercier, une chose qu'elle voulait laisser aller et une chose qu'elle voulait nourrir. Cela ne lui prenait que 5 minutes, mais cela lui offrait une clôture douce à la journée, un espace de recentrage, un soin invisible. Peu à peu, la boîte se remplit. Avec des phrases ressources, « Tu es en train d'apprendre, pas de faillir. Tu as le droit de ne pas savoir. » Chaque émotion est une information, pas une condamnation. Avec des objets, aussi une pierre lisse qu'elle aimait tenir dans la paume, un petit flacon d'huile essentielle, un dessin de son fils, une photo d'un lieu qui l'apaise. Et chaque fois que quelque chose en elle débordait, elle ouvrait la boîte. Pas toujours pour y trouver une solution, mais pour s'y retrouver. Pour ne pas oublier. Claude disait « Les outils ne sont pas là pour éviter la vie. Ils sont là pour l'habiter avec plus de conscience. » Et cela, Camille le sentait maintenant. Elle ne cherchait plus à réagir. Elle apprenait à répondre. Et pour cela, il fallait être équipé. Pas de théorie abstraite, mais de moyens simples ajustés à elle. Et toi, as-tu une boîte à outils du cœur ? Peut-être pas encore physiquement. Mais en toi, il y a sûrement des pratiques qui te font du bien. Des gestes, des mots, des respirations. Des choses que tu sais, mais que tu oublies. Et si ce soir, tu prenais le temps d'en noter 3 petits outils que tu pourrais appeler à ton secours quand tout s'emballe. Un mot, un geste, un souvenir. Et si tu les gardais dans un coin, dans un carnet, dans un tiroir, dans ton cœur, tu verras. Les jours où tout semble flou, où l'angoisse gronde, où le monde va trop vite, ces outils deviendront tes alliés silencieux. Et dans leur simplicité, tu retrouveras la trace de ta force. Pas une force dure, une force douce, celle des êtres qui tombent, mais qui savent comment se relever. Encore et encore. Les outils aidaient, les respirations, les mots doux, les rituels. Mais il y avait un espace plus vaste, plus difficile à apprivoiser, l'espace de l'autre. Camille avait fait beaucoup de chemin en elle. Mais dans ses relations amicales, professionnelles, familiales, les anciennes tensions revenaient. Irritations, malentendus, attentes déçues. Un jour, après une conversation tendue avec sa mère, elle se sentit envahie par une vieille colère. Pas explosive, mais sourde, insistante. Comme une plainte intérieure. Elle alla marcher, longtemps. Puis en revenant, elle appela Claude. « Je ne comprends pas. Je fais des efforts, je change, mais les autres ne changent pas. Ils me font encore mal. » Claude écouta, puis répondit très simplement « Les autres ne sont pas là pour te faire du mal. Ils sont là pour te révéler ce qui en toi n'est pas encore apaisé. » Cette phrase resta suspendue comme une lumière douce, et Camille comprit peu à peu que l'autre est un miroir. Pas un miroir plat lisse, mais un miroir vivant, qui reflète ce que l'on porte, ce que l'on nie, ce que l'on redoute. Ce jour-là, elle décida d'observer, non pas les autres, mais ce que leur présence éveillait en elle. Quand elle se sentait jugée, elle se demandait « Qu'est-ce que je juge encore en moi ?» Quand elle se sentait rejetée, elle se murmurait « Où est-ce que je me rejette ?» sans m'en rendre compte.
Quand elle était agacée, elle cherchait à comprendre. Et si ce comportement me révélait une peur que je n'assume pas? Ce n'était pas facile. Cela demandait du recul, du silence et beaucoup de tendresse envers elle-même. Mais c'était puissant. Elle découvrait que les conflits étaient des invitations, que les critiques pouvaient devenir des questions, et que même dans la douleur relationnelle, il y avait une voie de connaissance de soi. Elle se rappela d'un collègue qui la faisait sortir de ses gonds. Toujours en retard désorganisé flou, tout ce qu'elle avait appris à réprimer en elle. Et là, elle comprit ce qui l'agaçait chez lui, c'était ce qu'elle s'interdisait à elle-même. Elle s'était construite sur l'efficacité, le contrôle, la clarté. Et tout ce qui échappait à ces cadres lui semblait dangereux. Mais en voyant cela, elle put respirer différemment. Elle n'excusa pas son collègue. Mais elle ne le jugea plus avec la même dureté. Elle disait souvent « Je ne cherche plus à avoir raison dans mes relations. Je cherche à me connaître à travers elles. » Et cela changeait tout. Les autres restaient imparfaits, parfois maladroits, parfois absents, parfois durs. Mais ils devenaient aussi des éclaireurs, des déclencheurs, des reflets. Claude lui rappelait « Tu ne peux pas choisir les miroirs, mais tu peux choisir ce que tu fais de ce que tu y vois. » Et toi, qu'est-ce que les autres reflètent en toi? Qui t'agace? Qui te touche? Qui te fait peur? Et si au lieu de fuir ou de réagir, tu posais un instant de regard intérieur? Pas pour te blâmer, mais pour t'accueillir, pour reconnaître que souvent ce qui dérange à l'extérieur parle de l'intérieur. Et si tu utilisais chaque relation comme un terrain d'apprentissage, un lieu de croissance, un espace de réconciliation avec toi-même, tu verras, certains visages deviendront des fenêtres, d'autres des rappels, et tous d'une manière ou d'une autre t'aideront à te rencontrer davantage. Au fil des jours, Camille avait découvert combien les autres lui révélaient des zones d'elle-même encore à apprivoiser. Mais elle découvrait aussi un autre levier de transformation, presque invisible, presque banal, et pourtant si puissant, l'attention. Pas l'attention dispersée, pas celle qu'on donne aux écrans, aux urgences, aux 1000 choses à faire, mais l'attention choisie, celle qu'on oriente délibérément vers la lumière même quand l'ombre est là. Claude lui avait dit un jour « Ce sur quoi tu poses ton attention, tu le fais grandir ». Cette phrase lui revint un soir alors qu'elle était assise seule dans le silence doux de la maison endormie. Elle repensa à sa journée, à ce qui avait cloché la fatigue, la contrariété avec son fils, le mail resté sans réponse. Et puis elle se demanda « Ai-je vu aussi ce qui allait bien ?» Un sourire lui vint. Elle repensa à la caresse de la brise en marchant, au regard tendre de la boulangère, au fou rire inattendu à la radio, à l'odeur du linge propre. Rien d'extraordinaire, mais des petites étincelles qu'elle avait failli ne pas voir. À partir de ce jour, elle décida de faire un entraînement. Un entraînement à voir le beau, le juste, le doux. Elle se donna une mission simple, chaque soir, noter 3 choses positives vécues dans la journée. Peu importe leur taille, peu importe leur durée. Les premiers jours furent hésitants. Elle avait l'impression de forcer. Mais très vite, quelque chose changea. Le matin, en se levant, elle guettait inconsciemment les instants à retenir. Elle ouvrait ses sens. Elle élargissait son regard. Elle captait ce qu'elle aurait ignoré avant. Une feuille tombant lentement, le goût du café mieux savouré, une chanson redécouverte, un merci inattendu. Elle avait l'impression de redécouvrir le monde. Claude l'avait prévenue. Ce n'est pas de la naïveté. Ce n'est pas ignorer ce qui va mal. C'est entraîner ton cerveau à ne pas s'enliser uniquement dans le négatif. Camille comprenait mieux maintenant. Avant, elle croyait que la lucidité, c'était voir les problèmes, anticiper les dangers, analyser les risques. Mais en réalité, elle était souvent prisonnière d'un biais de négativité. Un filtre qui lui faisait croire que tout était lourd, que rien ne bougeait, qu'elle était seule. En rééduquant son attention, elle retrouvait une forme de liberté. Et aussi de gratitude. Parce que derrière chaque moment positif reconnu se cachait un merci discret. Merci pour la vie qui circule. Merci pour ce qui est encore là. Merci malgré tout. Elle ne devint pas une optimiste béate. Il y avait encore des larmes, des tensions, des moments d'épuisement.
Mais elle savait désormais que le positif existait aussi toujours à portée de regard. Et toi, vers quoi orientes-tu ton attention? Que vois-tu le plus souvent? Ce qui manque, ce qui cloche, ou ce qui soutient, ce qui vibre, ce qui tient bon. Et si juste ce soir, tu notais 3 choses qui t'ont fait du bien aujourd'hui. 3 petites lumières, même minuscules, même fugaces. Un regard doux, une musique, un moment de calme, une parole, ou simplement le fait d'avoir pris ce temps pour toi ici. Parce que l'attention est un pouvoir. Et quand tu choisis de poser ce pouvoir sur le beau, sur le vivant, sur le lumineux, tu participes à sa croissance. Et peu à peu, ta conscience s'élargit. Comme un rideau qu'on tire pour laisser entrer la lumière du matin. Camille avait appris à orienter son regard, à nourrir ce qui allait bien à s'ouvrir aux petits instants de beauté. Mais un jour, alors qu'elle se sentait de nouveau épuisée, vidée sans comprendre pourquoi, elle comprit qu'une autre dimension lui échappait encore, celle de l'énergie. Pas l'énergie de courir partout, mais cette réserve intérieure subtile, précieuse, qui alimente chaque geste, chaque pensée, chaque émotion. Claude lui expliqua « Ton énergie, c'est comme une batterie. Tu dois apprendre à l'économiser, à la recharger, à éviter les fuites. » Camille sourit. L'image lui parla tout de suite. Son téléphone, elle le rechargeait chaque nuit. Elle faisait attention à fermer les applications inutiles. Elle évitait de le laisser s'épuiser complètement. Mais elle, combien de fois se couchait-elle à 2% vide et dispersée avec 1000 choses ouvertes en tâche de fond? Elle décida alors d'observer. Quand est-ce qu'elle se sentait pleine? Quand est-ce qu'elle se sentait vidée? Et les réponses vinrent vite. Elle se sentait nourrie après un vrai moment de solitude, après avoir écouté une musique qui la touchait, après avoir parlé à quelqu'un qui la voyait vraiment, après une marche dans le silence. Elle se sentait épuisée après trop de notifications, après avoir dit oui à contre-cœur, après une conversation forcée, après s'être forcée à sourire quand elle avait envie de pleurer. Alors elle fit une liste, une carte de ses sources et de ses fuites, et elle s'engagea à recharger plus souvent. Pas en s'isolant du monde, mais en choisissant mieux. Elle s'autorisa à éteindre son téléphone à 20 heures, à dire « Je ne suis pas disponible ce soir », à ne pas répondre tout de suite, à faire une chose à la fois, à respirer entre 2 tâches. Elle réalisa que certaines personnes l'aspiraient non pas parce qu'elles étaient mauvaises, mais parce qu'elles se forçaient à correspondre à ce qu'elles attendaient d'eux. Elle comprit aussi que certaines pensées tournant en boucle lui volaient plus d'énergie qu'un marathon. Alors elle apprit à fermer les boucles, à écrire ce qu'elle ne voulait plus ruminer, à sortir marcher au lieu de cogiter, à chanter doucement au lieu de s'inquiéter. Et petit à petit, elle retrouva un espace, une clarté, un ancrage. L'énergie n'était plus une donnée floue, c'était un capital, un souffle qu'elle pouvait entretenir, protéger, honorer. Et toi, comment gères-tu ton énergie? Quels sont tes chargeurs? Les lieux, les gestes, les gens qui te remplissent. Et quelles sont tes fuites? Les situations, les attitudes, les injonctions qui te vident. Tu n'as pas à tout changer d'un coup. Mais tu peux ce soir noter une chose que tu pourrais faire demain pour préserver ton énergie. Peut-être que ce sera de marcher 5 minutes en silence, de boire ton thé en regardant le ciel, de dire non gentiment mais fermement, ou juste de fermer les yeux et de respirer comme si c'était la chose la plus importante du monde. Parce que parfois, c'est justement ça. L'énergie, c'est la vie, et la vie mérite d'être respectée. Depuis qu'elle gérait mieux son énergie, Camille se sentait plus présente, moins éparpillée, moins écrasée. Mais un autre murmure intérieur persistait, celui d'un sablier invisible, celui du temps qui file. Elle avait souvent cette impression étrange de courir après ses journées sans jamais vraiment les vivre. Et puis un matin, elle relut une phrase notée dans un vieux carnet. « Le temps est la seule richesse qu'on ne peut ni stocker, ni acheter, ni récupérer. » Cette phrase la frappa. Elle avait toujours traité le temps comme une ressource à dompter, à rentabiliser, à optimiser, mais jamais comme un trésor sacré. Claude lui parla alors d'un exercice qu'il appelait la cartographie du temps vécu. Il s'agissait pendant une semaine de noter non pas ce qu'elle faisait,
mais comment elle se sentait en le faisant. Et le résultat fut éclairant. Certaines activités, pourtant brèves, la remplissaient de paix. Écouter son fils parler de ses rêves, préparer un repas en silence, s'asseoir à la fenêtre au lever du jour. D'autres, plus longues, la vidaient, sans qu'elle s'en rende compte, les réunions interminables, les réseaux sociaux sans but, les conversations obligées. Elle comprit que le temps vécu n'était pas équivalent au temps mesuré. Une minute de présence vaut parfois plus qu'une heure d'agitation. Alors elle se posa une nouvelle question. À quoi est-ce que je veux vraiment offrir mon temps? Et la réponse surgit simple, à ce qui nourrit, à ce qui fait grandir, à ce qui a du goût, même dans la lenteur, même dans l'ordinaire. Elle réorganisa certaines de ses journées, pas de manière rigide, mais avec plus de conscience. Elle remit des espaces vides entre les rendez-vous. Elle accepta de ne pas tout remplir. Elle goûta le luxe de l'inutile nécessaire, regarder les nuages, écrire une carte postale rêvassée. Elle comprit aussi que parfois dire « je n'ai pas le temps », c'est une manière de fuir ce qui compte. Alors elle remplaça cette phrase par une autre « ce n'est pas ma priorité aujourd'hui ». Et cela changea tout. Elle ne se cachait plus derrière le rythme imposé. Elle reprenait la responsabilité douce de son emploi du temps intérieur. Elle apprit à honorer chaque heure comme un espace sacré. Pas à cause de la productivité, mais à cause de la vie qui y circule. Et toi, comment vis-tu ton temps? Le subis-tu, le remplis-tu ou l'honores-tu? Et si juste ce soir, tu choisissais un moment de demain que tu vivras pleinement sans distraction, sans précipitation. Un moment pour être là, juste là. Car le temps n'est pas un ennemi, c'est un compagnon. Il ne demande pas qu'on le contrôle, mais qu'on le rencontre. Et dans chaque minute habitée, il y a un trésor discret qui ne reviendra jamais, mais qui, s'il est vécu pleinement, n'aura jamais été perdu. Et puis un matin, Camille regarda autour d'elle. La lumière était la même. La rue aussi. Le bruit du monde toujours là. Mais en elle, quelque chose avait changé. Elle n'était plus la même. Pas dans ses habits ni dans ses obligations, mais dans sa manière d'être là. Elle souriait sans se forcer. Elle pleurait sans honte. Elle répondait quand elle avait quelque chose à dire et se taisait quand elle préférait écouter. Elle ne cherchait plus à prouver, à performer, à plaire tout le temps. Elle avançait, à son rythme, avec ses doutes, ses écarts, ses fragilités, mais aussi avec une force nouvelle, celle de la fidélité à elle-même. Elle repensa à tout ce qu'elle avait appris. Le bonheur n'était pas un état stable, mais une disposition, un choix, un regard. Le changement n'était pas une révolution, mais une constance dans les petites choses. La conscience était une clé, la présence une puissance. Les émotions n'étaient pas des failles, mais des messagers, et les relations des miroirs bienveillants, parfois exigeants. Elle avait appris à se parler autrement, à se reposer, à respirer, à lâcher ce qu'elle ne pouvait pas porter. Elle savait désormais que le monde extérieur n'allait jamais parfaitement s'aligner, mais que son monde intérieur lui pouvait être un refuge, un lieu d'écoute, de douceur, de vérité. Et pourtant, parfois elle trébuchait encore. Elle oubliait ses outils. Elle s'agaçait. Elle doutait. Elle perdait confiance. Mais elle ne s'en voulait plus autant. Elle comprenait que le vrai changement, ce n'est pas de ne plus tomber. C'est de se relever plus doucement, plus rapidement, plus consciemment. C'est d'avoir appris à revenir à soi à chaque fois, comme on revient chez soi après un long voyage. Et toi, peut-être que tu te reconnais dans ce chemin. Peut-être que tu es en plein dedans. Peut-être que tu commences tout juste à t'écouter, ou que tu reviens d'un détour douloureux. Peu importe où tu es. Ce qui compte, c'est que tu avances, même lentement, même avec des pauses. La transformation ne sera jamais parfaite, et c'est tant mieux. Elle est vivante, souple, imprévisible, comme toi. Et chaque jour où tu choisis un peu plus de vérité, de lenteur, de lumière, tu participes à ce miracle discret, celui de te retrouver. Alors ce soir, ne cherche pas à finir, ne cherche pas à réussir. Pose-toi, ressens, et murmure-toi peut-être simplement « Je suis sur le chemin ». Et c'est là que tout commence. Encore. Voilà, tu es arrivé au bout de cette veillée. Doucement, pas à pas, tu as marché avec nous, à travers les pensées, les émotions, les silences.
Peut-être que certaines paroles ont éveillé quelque chose en toi. Un souvenir, un écho discret, ou juste un souffle plus lent. Tu n'as rien à retenir, rien à réussir. Seulement, à laisser infuser. Ce que ton cœur a reconnu, il le gardera. Et maintenant, tu peux laisser la nuit t'envelopper. Laisser ton esprit se déposer comme une feuille sur l'eau calme. Tout ce que tu es est assez. Tu peux relâcher les efforts, déposer les pensées et t'abandonner à la tendresse du sommeil. Demain viendra. Mais pour l'instant, il n'y a rien d'autre à faire que de fermer doucement les yeux et d'écouter encore un peu le silence qui parle. Bonne nuit et à bientôt dans une prochaine veillée de sagesse.